l'enregistrement. Alors, bonjour tout le monde, j'espère là que vous voyez l'écran. Est-ce que l'écran est partagé? Je n'entends rien. Attendez, je vais... Oui, OK. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous allons voir, on va continuer sur les cours de probabilité et nous allons voir les lois continues. Bon, avant, la séance dernière, nous avons vu les lois discontinues, c'est-à-dire en particulier la loi binomiale et la loi de Poisson, qu'on utilise généralement lorsque la variable étudiée, c'est une variable quantitative discrète. Maintenant, lorsque la variable, généralement, c'est une variable qui est quantitative continue, on utilise les lois continues. Alors, par définition, les variables aléatoires continues, généralement, prennent des valeurs continues sur un intervalle donné. Alors, donc là, je ne peux pas dire, par exemple, la probabilité de x est égale k, comme c'était le cas pour les lois discontinues. Mais ici, plutôt, je vais calculer la probabilité que x soit compris entre la borne inférieure et la borne supérieure. Rappelez-vous, là, pour des variables quantitatives continues, je vous donne des classes, c'est-à-dire avec une borne inférieure et une borne supérieure. Donc, on va calculer la probabilité pour que x soit compris entre ces deux valeurs. La probabilité de x est égale à k sera égale à 0 à peu près. D'accord? Alors, et la loi continue qui est la plus utilisée, c'est la loi normale. C'est pour ça qu'il est dit loi normale, parce que c'est la loi qu'on rencontre généralement dans notre objet actif le plus souvent. C'est pour cela qu'il est dit loi normale. Bon, il existe plusieurs lois continues. Il y a la loi normale, la loi de Sutton, la loi de Newton. Mais nous, on va surtout parler ici de la loi normale, qui est dite aussi la loi de Laplace-Gauss. Alors, comment on définit cette loi? On parle de loi normale lorsqu'on a affaire à une variable aléatoire continue, qui dépend généralement d'un grand nombre de causes indépendantes. Par exemple, si je parle de la croissance des poissons dans un milieu donné. Alors, la croissance des poissons, il va dépendre aussi bien des paramètres environnementaux, c'est-à-dire la température de l'eau, le pH, le taux d'oxygénation, la disponibilité de nourriture dans ce milieu, c'est-à-dire le phytoplancton ou bien zooplancton, ou bien s'il s'agit d'une espèce qui est piscivore, c'est-à-dire qui mange même des petits poissons, donc la densité des poissons fourrages. D'accord? Et aussi, il peut dépendre des facteurs génétiques. Et ces différents facteurs sont indépendants les uns des autres. Donc, là, si je voudrais étudier la croissance, donc la croissance, il suit une loi normale parce qu'il dépend de plusieurs facteurs et aucun des facteurs n'est prépondérant. D'accord? Aucun facteur n'est prépondérant. Et lorsque je suis dans ce cas, je dis comme quoi cette variable, il suit une loi normale. C'est pour cela, alors, généralement, les effets de tous ces facteurs peuvent s'additionner, mais dans aucune cause n'est prépondérante. Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions de Borel. Alors, cette loi acquiert sa forme définitive avec Gauss et Laplace, c'est pour cela, donc cette loi binomiale, c'est elle qui donne les courbes classiques, les courbes en cloche. Bon, là, les courbes en cloche, si vous voulez, je peux représenter ça. Je mets un tableau ici. Alors, la courbe de gauche, j'ai dit, c'est la courbe en cloche, c'est-à-dire une parfaite symétrie par rapport ici à la valeur
moyenne. Généralement, ça c'est la valeur moyenne. Et le premier point d'inflexion de la courbe, ici, donne la valeur de l'écart type. Donc, généralement, c'est ça. Lorsque vous voyez là une courbe qui a cette forme, la courbe en cloche, donc là, vous dites que cette courbe suit une loi normale. Ou bien cette variable suit une loi, suit une loi normale. Alors, voilà l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Bon, là aussi, si la taille corporelle d'un animal dépend des facteurs environnementaux, c'est-à-dire disponibilité pour la nourriture, le climat, prédation, et aussi il dépend des facteurs génétiques, mais aucun facteur n'est prépondérant. D'accord? Ils sont tous indépendants, mais un facteur n'est prépondérant. On peut supposer que la taille corporelle suit une loi normale. Alors, une variable aléatoire continue grand X suit une loi normale, deux paramètres mu et sigma, donc c'est ça les paramètres d'une loi normale. Mu, c'est la moyenne, sigma, c'est l'écart type. Si sa densité de probabilité est donnée par x, c'est-à-dire f de x, est égale à 1 sur racine de sigma racine de 2pi, exponentielle de moins 1 demi x moins la moyenne sur l'écart type au carré. Avec mu, bien sûr, qui appartient à un ensemble R, elle est l'écart type, elle est toujours positive, elle appartient à R+. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans la courbe, donc là aussi, je peux ici mettre la... Voilà, si j'ai ici ma courbe, la fonction de densité f de x, c'est ça f de x. C'est que j'ai nommé ici par 1 sur sigma de pi. Donc, c'est ça ce que j'appelle la fonction de densité. Alors, lorsqu'il s'agit pour une variable discrète, je parle la probabilité. Et ici, je parle d'une densité de probabilité, comme j'ai dit. Là, par exemple, si je veux calculer une probabilité, ça va être c'est-à-dire calculer la probabilité pour que x soit compris entre petit a ici et petit b. D'accord? C'est-à-dire dans cette classe, c'est-à-dire ceci va correspondre à cet intervalle. Donc, c'est une surface. Et une surface, généralement, on l'exprime par une intégrale. D'accord? Voilà. Alors, remarque, on admet que l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de f de x t de x est égale à 1. Alors, comme j'ai mis ici, donc ici j'ai tout l'air qui est compris entre moins l'infini et plus l'infini. Ça, c'est pour l'axe des abscisses. Et la fonction de densité, c'est bon, je peux donner là une autre couleur pour ça. C'est-à-dire tout l'air que je vais mettre là en bleu, il est égal à 1. C'est-à-dire tout cet air. C'est-à-dire là, comme si je veux faire la somme des probabilités de PI est égale à 1 parce qu'il s'agit là aussi d'une distribution de probabilité. D'accord? Alors, pour l'espérance et la variance, l'espérance mathématique, c'est E de x est égal à mu, la moyenne, et la variance est égale à sigma carré. Ça, c'est pour une loi normale. Vous vous rappelez, là, j'ai dit pour une loi binomiale, l'espérance mathématique est égale à NP, la variance est égale à NPQ. La même chose pour la loi de Poisson, l'espérance mathématique est égale à NP et la variance est égale aussi à NP est égale lambda, parce que j'ai dit pour une loi poissonienne, l'espérance mathématique à peu près est égale à la variance. Mais pour une loi normale, l'espérance mathématique de la loi normale, elle est égale à mu et la variance est égale à sigma carré. Et bien sûr, là, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance.
Alors, la stabilité de la loi normale, que ça veut dire ça? Alors, la stabilité de la loi normale, oui. Veuillez partager l'écran. On a seulement le tableau avec le dessin. Ah, l'écran n'est pas partagé. Bon, je vais de nouveau. Ah, donc là, il faut que j'enlève la feuille. Maintenant, Oui, ça va. ça va? Oui. Alors, j'étais en train de parler de la stabilité de la loi normale. Ça veut dire la stabilité. Si je prends là deux variables aléatoires, x1 et x2, deux variables aléatoires qui suivent une loi normale et qui sont indépendantes de paramètres respectifs. Donc, j'ai dit, chaque loi se caractérise par deux paramètres, l'espérance mathématique mu et l'écart type sigma. Donc là, la variable x1 se caractérise par mu1 et l'écart type 1, et la variable aléatoire x2 se caractérise par la moyenne mu2 et l'écart type 2. D'accord? Alors, leur somme, x1 plus x2, c'est une variable aléatoire normale, deux paramètres, i mu1 plus mu2, et l'écart type 1 plus l'écart type 2. Bon, là, j'ai dit les variances, c'est la même chose. Donc là, je fais la racine carrée de ça pour obtenir généralement l'écart type. Donc, c'est ça ce que j'appelle la stabilité de la loi normale. Alors, mais pour la loi normale, ce que nous allons utiliser, c'est surtout, par exemple, ici pour une loi normale, en général, je dois calculer pour chaque loi, par exemple, attendez, là, je vais vous montrer ça. Alors, si j'ai par exemple là une distribution, une variable aléatoire x qui suit une loi normale. D'accord? Alors, à chaque fois que je voudrais calculer, maintenant je vais représenter une seconde en rouge, je peux avoir là une deuxième variable aléatoire qui suit une loi normale. Par exemple, si je voudrais calculer ici la probabilité pour la variable de comme quoi la probabilité que x soit compris dans cet intervalle, donc ceci, par exemple, si je mets ici la A, ici B, donc la probabilité pour que x soit compris entre A et B est égale à l'intégrale entre A et B de la fonction de densité f de x, d'accord, d de x. Bon, la fonction de densité que j'ai dit tout à l'heure est égale à 1 sur racine sigma de qui multiplie la racine de 2 exponentielle de moins 1 demi de x moins mu sur sigma le tout au carré. Et bien sûr, là, si je voudrais faire ça de nouveau pour la variable 2 que je représente ici, je ne vois pas là mon stylo, il se trouve. Alors, par exemple, là, si je voudrais faire cette fois-ci, calculer la probabilité pour cette deuxième variable, par exemple, que je peux appeler la variable x2, qui est aussi une variable aléatoire normale qui suit une loi normale de paramètres mu2 sigma 2. Alors, pour calculer la probabilité que x se trouve entre la x1 et x2, de nouveau, je dois calculer comme quoi la probabilité pour que x soit compris entre x1
Et x2 sera égal à l'intégrale, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la densité de pauvreté, c'est une surface. Donc, on peut la déterminer par l'intégrale de la fonction de densité, mais cette fois-ci de la fonction de densité f2. C'est-à-dire cette fonction de densité. La bleue, ce n'est pas la rouge. F de x d de x. C'est-à-dire à chaque fois, bon, si je fais comme ça va être long. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser plutôt pour trouver les différentes probabilités, on va utiliser la loi normale réduite. Alors, ça veut dire une loi normale réduite. Et la loi normale réduite, par définition, c'est on a une variable aléatoire continue x suit loi normale réduite si la densité de probabilité est donnée par la formule suivante, c'est-à-dire f de x est égal à 1 sur racine de 2pi e moins x carré sur 2. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais ici l'exposant de la fonction exponentielle, c'était moins 1,5 en facteur de x moins mu sur l'écart type. D'accord? Alors, généralement, pour réduire, pour centrer ma distribution, qu'est-ce que je fais? Pour centrer une distribution, je vais ôter de toutes les valeurs de ma distribution la valeur moyenne. C'est-à-dire là, je parle de grand X est égal à xi moins mu. Alors, et là, je vais avoir toutes mes distributions seront bien sûr centrées sur 0. C'est-à-dire là, je vais avoir la moyenne sera mu sera égale à 0. C'est-à-dire là, si je veux représenter aussi pour la distribution rouge, ça va me donner quelque chose comme ça. Elle aussi sera distribuée par 0. Mais vous voyez que les dispersions sont encore différentes. Mais les moyens, ils ont tous une moyenne, c'est-à-dire mu est égal à 0. Là, lorsque vous parlez d'une variable aléatoire centrée, c'est-à-dire vous allez ôter, soustraire de toutes les valeurs de la variable aléatoire, la valeur moyenne. Alors maintenant, pour réduire, donc là, en général, j'appelle ça la variable aléatoire centrée réduite. Lorsque je divise, je réduis, c'est-à-dire je divise ces valeurs par l'écart type, c'est-à-dire z sera égal à xi moins mu sur l'écart type. Et là, je vais avoir un écart type qui est égal à 1 pour les différentes distributions. Alors dans ce cas-là, je vais avoir les deux distributions, c'est-à-dire centrée réduite. Ça, c'est pour la rouge. Alors là, si je mets pour la bleue, je vais avoir même chose, parce que là, les deux distributions auront une moyenne mu est égal à 0 et l'écart type sera égal à 1. Et dans ce cas-là, si je travaille avec une loi normale centrée réduite, toutes les probabilités, quelle que soit la distribution, c'est-à-dire si je cherche la probabilité entre deux valeurs, par exemple, je ne sais pas si je veux la probabilité ici, aussi bien pour la bleue et la rouge sera la même. Et c'est pour cela que je vais utiliser une table, la table de la loi normale centrée réduite, qui va me donner les probabilités pour que x soit compris entre A et B pour toutes les distributions. D'accord? Alors là, voilà. Donc là,
Remarque, ici, f est bien une loi de probabilité car je vais avoir là toujours f de x, elle est toujours supérieure à 0 et f, elle est intégrable sur l'intervalle de l'infini plus l'infini et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x t de x est égal à 1, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire tout l'air qui se trouve entre l'axe des abscisses et la fonction de densité sera égal à 1. D'accord? Alors, pour cela, alors avec ça, on va utiliser une table, ce que j'appelle la table de la loi normale centrée réduite, qui va me permettre probabilité correspondante. Et là, je vous montre un exemple. Alors là, je dis soit une grande X, une variable aléatoire de loi, qui est une loi normale de paramètre 0, c'est-à-dire la moyenne est égale à 0 et les cas type 1. Là, c'est l'exemple typique d'une variable aléatoire centrée réduite, exprimée à l'aide de la fonction de répartition x, puis calculée à l'aide de la table les probabilités suivantes. C'est-à-dire, là, on vous demande de calculer la probabilité de x supérieure à 1,45. Là, je vous montre d'abord comment il faut utiliser cette table. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez la table? C'est ce que j'appelle la table de la loi normale centrée réduite. D'accord? Alors, comment on fait les lectures dans cette table? Vous avez ici la première colonne où j'ai mis Z. Z veut dire quoi? C'est xi moins mu sur sigma. Là, c'est toutes les valeurs de Z. La première colonne, il vous donne les valeurs de Z. 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Et là, je vais jusqu'à à peu près 3. D'accord? Alors, par exemple, ici, pour Z est égal à 0, la probabilité pour que Z soit inférieur à 0 sera égale à 0,5. D'accord? Alors là, si je retourne ici pour vous montrer ça. Alors ici, par exemple, voilà. Ici, j'ai la valeur 0. D'accord? Alors, rappelez-vous, j'ai dit que tout l'air qui est compris entre moins l'infini jusqu'à plus l'infini est égal à 1. Et la table, il vous donne toujours l'air. Alors, qu'est-ce qu'il vous donne la table? La table, par exemple, là, j'appelle ça par exemple phi de 0. Alors, phi de 0 est égal à quoi? Phi de 0, c'est-à-dire la probabilité que x soit inférieur, c'est-à-dire la probabilité de x soit inférieur à 0 est égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de f de x d de x. D'accord? Alors, c'est-à-dire, là, si je vais dans ma courbe, c'est-à-dire tout l'air qui se trouve ici, c'est-à-dire entre moins l'infini et 0. Alors, puisque l'air, tout l'air qui est compris entre moins l'infini plus l'infini est égal à 1, donc la moitié, parce qu'il s'agit d'une distribution qui est parfaitement symétrique, la moitié serait égale à 0,5. D'accord? Alors voilà comment il faut lire la table, c'est-à-dire là pour les différentes valeurs de Z. Par exemple, là, si je prends Z est égal à 2, à la valeur 2. Donc ici, j'ai la valeur 1, la valeur 2 se trouve ici. Donc pour calculer phi de 2,
Alors, phi de 2 est égal l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 2 de f de x d de x. C'est-à-dire, si je mets ça en rouge, alors là, à partir de la valeur 2, c'est ça, c'est cette valeur-là. C'est cette surface, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 2, c'est ça phi de 2. Et si je vais là pour voir ça, je peux le lire directement dans la table. Alors, si vous lisez ça dans la table, vous allez ici vers 2, le chiffre 2. Est-ce que tout le monde, vous regardez la table? Alors, pour 2, 2 c'est ici. 2, cela veut dire que cette probabilité est égale à 0,977. Ça, c'est pour 2. Si je vous dis là 2,01, 2,01, alors le deuxième chiffre après la virgule, elle est donnée par la première ligne ici du tableau. Par exemple, là, c'est 2, 2,01, 2,02, 2,03, 2,04, 2,05, 2,06, 2,07, 2,08, 2,09. Par exemple, ici, à 0,82. 0,82, cette probabilité, c'est-à-dire la probabilité de x inférieure à 0,82 est égale à 0,794. D'accord? Alors, là, si je vous dis, par exemple, la probabilité de 1,96, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 est égale à 0,975. Est-ce que tout le monde a compris comment on fait la lecture de la table de la loi normale? D'accord? Vous m'envoyez là, s'il vous plaît, par chat, oui ou non. Si vous n'avez pas compris, j'explique de nouveau. Voilà, ça c'est une lecture directe. Ça c'est pour faire la lecture des probabilités. Connaissant la valeur de z, je peux calculer la probabilité. Et là, je vais vous donner les différents cas que vous pouvez avoir. Alors, les différents cas que vous pouvez avoir, là, si je prends une nouvelle diapo. Voilà, les cas que vous pouvez avoir, soit on peut vous dire là, de calculer la probabilité que x soit compris entre petit a et petit b. Et là, vous constatez que a et b, toutes les deux sont positives. C'est-à-dire, je voudrais calculer cette probabilité. Supposons là a c'est 1 et b c'est 2. D'accord? Alors, cette probabilité est égale à quoi? Est égale à phi de b. Voilà. Probabilité de x compris entre a et b est égal à phi de b. Là, lorsque les deux valeurs sont positives, phi de b moins phi de a. D'accord? Alors, si je prends la pour b est égal à 2, ça va vous donner phi de 2 moins phi de a pour trouver cette probabilité. Bien sûr, toujours, vous allez trouver des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Attention, une probabilité. Il ne faut jamais donner une valeur en dehors de cet intervalle 0 et 1. Toujours, vous allez trouver une valeur entre 0 et 1. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Lorsque A et B, toutes les deux sont positives, je peux calculer, alors pour calculer la probabilité de x compris entre A et B est égale à phi de B moins phi de A. Alors maintenant, si je veux calculer ici la probabilité
d'une valeur, par exemple ici, j'ai petit a. Alors, ici, vous avez la valeur 0. Donc ici, vous allez avoir une valeur négative. Donc là, je vais appeler ça, par exemple, moins a. Alors, la table, c'est-à-dire là, si vous voulez calculer phi de moins a, phi de moins a, c'est quoi? Phi de moins a, c'est l'air qui se trouve ici. C'est-à-dire, pour chercher la table, il peut me donner la valeur de moins l'infini jusqu'à moins a. D'accord? Or, moi, dans ma table, vous avez constaté, je n'ai pas des valeurs négatives. Par exemple, si je voudrais chercher la valeur phi de moins 1, je n'ai pas de moins 1 dans la table. Ça, je peux le faire si je travaille avec un logiciel de statistique ou bien avec l'Excel, je peux utiliser aussi bien les valeurs négatives que les valeurs positives. Mais la table que je vous ai donnée, je n'ai donné que des valeurs positives. Alors, comment je vais faire? Alors là, j'ai dit que une distribution, la fonction f de x, c'est une fonction qui est parfaitement symétrique. C'est-à-dire que vous allez avoir phi de moins 1 est égal à phi de plus 1. C'est-à-dire l'air qui se trouve entre moins l'infini et moins 1, elle est égale à l'air qui est compris entre a et plus l'infini. D'accord? La surface que j'ai ici, elle est égale à cette surface. D'accord? Là, S1 est égal à S2. Les deux surfaces, c'est-à-dire les surfaces ici, ce n'est plus des probabilités. Alors, la table, il peut me donner, comme la table, il va me donner tout simplement, il me donne que les valeurs de moins l'infini à A, c'est-à-dire à une valeur positive. Donc, pour trouver cette probabilité ici, donc je sais que l'air entier, elle est égale à combien? De moins l'infini à 1, à plus l'infini. Donc ça est égal à 1, l'ensemble, moins phi de A, qui est donné par la table. Donc voilà, avec ça, vous avez compris maintenant que phi de moins A est égal à 1 moins phi de A. Si vous connaissez, vous avez à connaître 3 règles, ou bien 4. Phi de moins A est égal à 1 moins phi de A. D'accord? Parce que là, si je voudrais calculer cet air, c'est-à-dire l'air qui est compris entre moins l'infini et moins A, je n'ai pas des valeurs négatives, mais je peux calculer l'air entre A et plus l'infini. Parce que là, la table, il me donne toujours les valeurs la table, il me donne toujours les valeurs qui sont comprises entre moins l'infini et une valeur positive, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à 1, je peux les donner par la table. L'air total, elle est égale à 1, donc là, pour trouver cet air, donc c'est 1 moins cet air. Or, cet air S1, S2, elle est égale à S1. Donc là, pi de moins 1 est égal à 1 moins pi de 1. Alors, l'autre cas qui peut se présenter, on peut vous demander, par exemple, de calculer alors là, je vais avoir deux valeurs qui sont négatives. Par exemple, ici, moins A, et ici, moins B. Quelle est la probabilité que X soit compris entre moins A et moins B? Bon, là,
qu'est-ce que je vais faire? Comme tout à l'heure, là, je peux utiliser toujours la propriété de la symétrie. Donc, au lieu de calculer l'air qui est compris à la valeur B, et ça c'est la valeur A. Donc, cette air, elle est égale à cette air. D'accord? Donc, voilà. Si je voudrais calculer la probabilité que x soit compris entre moins a et moins b, d'accord? Normalement, ça est égal à quoi? Ça est égal à phi de moins b moins phi de moins a. D'accord? Alors, phi de moins b, c'est quoi? C'est 1 moins. D'accord? Et, pardon, ça c'est moins a ici. Et phi de moins a moins, entre parenthèses, la 1 moins phi de a. Donc, ceci est égal, la 1 moins 1, ils vont partir, et la moins 1 moins phi de a, ça va me donner phi de a, moins phi de b. D'accord? Ça va me donner phi de a moins phi de b. Avec cette fois-ci, la a qui est supérieure à b. D'accord? Tout à l'heure, j'avais a inférieur à b. Là, c'est a qui est supérieur à b. Voilà ce qu'il faut connaître pour le calcul des probabilités lorsqu'il s'agit d'une variable qui suit une loi normale. Et les différentes valeurs, ben, il faut utiliser la table de la loi normale centrée réduite pour ressortir là, les différentes probabilités. Et c'est tout, y appliquer ces formules pour retrouver la probabilité. Alors là, par exemple, j'ai dit ici, à l'aide de la fonction de répartition x, puis calculer à l'aide de la table les probabilités suivantes. La probabilité que x soit supérieur à 1,45. Donc là, il suffit, donc ça est égal. Donc la probabilité de x supérieur à 45. Faites attention là, j'ai dit x supérieur à 1,45. Et alors là, qu'est-ce qu'il me donne là? Alors, la valeur 1,45, automatiquement, puisque là, j'ai la valeur 0. D'accord? Ici, c'est la valeur 0. La valeur 1, c'est là. On va voir pourquoi c'est ici. Je vais expliquer ça. Et j'ai la valeur, par exemple, 1,45 ici. Et là, je demande de calculer la probabilité que x soit supérieur à 1,45. C'est-à-dire, je cherche cette probabilité. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, je vais chercher là ma table. J'ai un problème là. Quand je passe. Alors là, si je cherche dans ma table la valeur 1,45, vous avez là 1,4, 1,40, 1,41, 42, 43, 44, 45.
c'est 0,926. Donc, la probabilité, sa phi de 1,45, elle est égale, j'ai dit ici, c'est 0,926. D'accord? Alors là, j'ai la probabilité, donc la probabilité de x supérieur à 1,45, c'est-à-dire là, si je représente ça, c'est cette table, puisque là j'ai la valeur 1,45. Alors la table m'a donné cette valeur, la valeur 0,926, c'est la valeur de moins l'infini. 0,926, c'est la valeur qui est comprise entre moins l'infini jusqu'à la valeur 1,45. Donc là, l'air qui me reste ici, que je montre là, c'est-à-dire de 1,45 jusqu'à plus l'infini, est égal à 1 moins 0,926. Donc là, si vous faites l'opération, 1 moins 0,926, ça va vous donner 10 moins 6, 4, 10 moins 3, 7. Et l'indice, c'est 0,074. Donc cette probabilité est égale à 0,074. Voilà comment on peut trouver ces probabilités. Bon, maintenant vous avez une idée sur ça. Alors, si vous voulez calculer par exemple la probabilité que x compris entre moins 1,65 et 1,34. Là, vous avez une valeur négative et une valeur positive. Oui, ça, je ne l'ai pas traité tout à l'heure, c'est la quatrième. Et si vous avez une valeur négative, moins 1,65, et là, vous avez une valeur qui est positive, qui est 1,34. C'est-à-dire, là, je cherche la probabilité de cet terme. Alors, c'est-à-dire la probabilité que x soit compris entre moins 1,65 et 1,34 sera égal à phi, parce que j'ai mis phi, c'est-à-dire là vous allez chercher directement la valeur de la table, phi de 1,34, d'accord, moins phi de moins 1,65, de moins 1,65. D'accord? Or, phi de moins 1,60, ça, phi de 1,34, je peux l'avoir directement de la table. D'accord? Il est donné directement de la table puisque c'est la valeur de moins l'infini jusqu'à 1,34. D'accord? Et la phi de moins 1,65, c'est une valeur négative. Donc, c'est égal à 1 moins phi de 1,65. Donc, ça est égal à phi de 1,34 moins 1 moins phi de 1,65. Donc, en définitive, là, qu'est-ce que je vais avoir?
Alors, la phi de 1,34 moins 1 et la moins c'est plus. Donc, ça est égal à phi de 1,34 plus phi de 1,34 plus phi de 1,65 moins 1. Alors là, les deux valeurs, la phi de 1,34 et phi de 1,65, ils sont, je peux les avoir facilement à partir de la table. Donc là, il suffit que j'aille vers la table. D'accord? Et là, j'ai phi de 1,35. Voilà, c'est ça. 1,30, 31, 32, 33, 34, 35. Donc, est égal à 0,911. Et l'autre valeur, c'était 1,69. Alors, 1,69. 1,69, c'est ça. C'est 0,9. Ça, c'est 1,6. 1,60, 61. Là, 69, c'est ici. C'est 0,954. Donc, 0,954. Donc, vous allez mettre 0,911 plus 0,954 moins 1. Ça va vous donner 5, 6, 9 et 9, 18. Donc, 1,86 moins 1. Donc, ça va être égal à 0,86. Donc, cette probabilité sera égale à 0,86. Voilà, ça c'est pour la détermination des probabilités. Maintenant, déterminer la valeur U ou bien Z dans les cas suivants. Là, je connais la probabilité et je veux déterminer la valeur de Z correspondante. D'accord? Dans deuxièmement, ici, déterminer la valeur de U dans les cas suivants. Et Monsieur, ça, c'est très important. Il faut bien le... Oui, monsieur, vous pouvez oui, répéter, je s'il vous vous plaît. écoute. J'ai pas compris bien le raisonnement. Le raisonnement, comment j'ai calculé, voilà, je répète. Alors là, je vous ai demandé de calculer la probabilité que X soit compris entre moins 1,65 et 1,34. D'accord? Alors voilà. Je vais ici, je représente toujours là, il faut faire de petits schémas pour que vous ne trompez pas. Là, je suis dans le cas où j'ai une valeur qui est négative, c'est moins 1,34 qui se trouve là. D'accord? Puisqu'ici, vous avez la valeur 0. D'accord? Et là, 1,69. La valeur 1,69. Donc là, le problème qui est posé ici, il vous demande de calculer la probabilité pour que X soit compris entre ces deux valeurs. Alors j'ai dit, toujours ici, pour calculer la probabilité, alors pour calculer la probabilité, et alors mon style est là. Alors la probabilité que X soit compris entre moins 1 et B, c'est-à-dire là, moins 1, c'est-à-dire une valeur négative, c'est comme le cas ici, et B, une valeur positive, ça, elle est égale à phi de B Monsieur, on ne voit pas l'écran. plus... Ah oui? Oui, monsieur. Vous le voyez maintenant? Non, monsieur, pas Est-ce encore. que vous voyez l'écran? Non. Alors, partager... Et maintenant? Vous le voyez? Toujours rien? Oui, c'est bon.
est-ce que c'est bon? Oui. Alors, ça c'est phi de B. Alors, avec ça, j'ai perdu tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Voilà. Ça va vous donner phi de B. Alors là où ça se trouve dans mon stylet, je le perds de pas. Phi de B moins plus phi de A moins 1. D'accord? Alors, lorsque vous cherchez une probabilité de x qui est compris entre une valeur négative et une valeur positive, c'est-à-dire lorsque vous cherchez une probabilité dans un intervalle qui inclut la valeur moyenne. Pourquoi j'ai dit qu'il inclut la valeur moyenne? Parce que la valeur moyenne, ici, est égale à 0 pour une variable aléatoire qui suit une loi normale sont très réduites. Alors, les caractéristiques d'une loi normale sont très réduites, c'est avoir une moyenne est égale à 0 et l'écart type qui est égal à 1. Donc là, la moyenne c'est 0. Alors, si vous avez à calculer une probabilité dans une zone qui inclut la moyenne, c'est-à-dire entre une valeur négative et une valeur positive, donc ça aurait été égal à phi de B plus phi de A moins 1. Donc là, il suffit de chercher maintenant ces valeurs, phi de A, phi de B, au niveau de la table. D'accord? Alors, au niveau de la table, j'ai la valeur, j'ai dit de 1,34. 1,34, ça c'est 1,30. Voilà, vous avez 1,3. J'ai dit le deuxième chiffre, elle est donnée par la première ligne de la valeur Z. Alors là, si vous avez la 1,3, ça c'est 1,30, 31, 32, 34, c'est 0,908. D'accord? 1,34, c'est 0,908. Alors, je note là 0,908 et l'autre valeur, c'était 1,69. Alors, 1,69, alors là, vous avez 1,6, 1,60, 61, 69, c'est 0,954. 0,954, alors ça vous donne 12, 6, 1,86. Donc là, 1,86 moins 1, c'est 0,86. Voilà comment vous allez trouver là votre probabilité. D'accord? Donc ça est égal à la valeur. Et voilà. Alors j'ai dit phi de B est égal à 0,954. Le phi de A, bon là ces valeurs, vous le prenez directement de la table. 0,908. Donc la somme de tout ça, moins 1, il va vous donner une valeur qui est égale à 0,86. Alors, ça c'est pour calculer les probabilités des valeurs Z à partir de la table. La table aussi peut être exploitée d'une manière inverse, c'est-à-dire là, vous connaissez la probabilité et vous voulez déterminer la valeur Z. On connaît la probabilité, on veut déterminer la valeur Z. Par exemple, pour la table, bon, je vous donne l'exemple le plus simple. Je connais cette probabilité, c'est-à-dire cet R, donc cet R puisque c'est la moitié, est égal à 0,5. Donc la valeur de Z correspondante, puisque la table il me donne toujours les valeurs de moins l'infini jusqu'à Z positif. Alors, Z ici est égal à quoi? Z ici est égal à la moyenne, est égal à 0. Donc, la valeur de Z, ici, si la probabilité est égale à 0,5, Z serait égal à 0. D'accord? C'est ça l'objectif là de
deuxième exercice. Alors là, j'ai dit, déterminer la valeur U ou bien Z. Bon, préférence, j'écris Z. Je vais parler de Z. Déterminer la valeur de Z dans les cas suivants. La probabilité de X inférieure à Z est égale à 0,63. D'accord? La probabilité de X, de grand X, inférieure à 0Z, inférieure, pardon, à Z est égale à 0,63. Alors, regardez bien ici. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? On vous demande de calculer la probabilité de X. Ce n'est pas la probabilité, on vous demande là de déterminer la valeur de Z, telle que la probabilité de X inférieure à Z est égale à 0,63. Écoutez bien s'il vous plaît. Alors, je vais faire mon petit schéma de la distribution de la variable aléatoire qui suit une loi normale. Donc, ici, une loi normale. Donc, ici, j'ai la valeur 0. Z est égal à 0. Je vais représenter cette probabilité 0,63. Donc, la première constatation, 0,63, elle est supérieure à 0,05. Donc, ça va être supérieur à la moitié de mon diagramme. Alors, la probabilité de X inférieure. Alors, inférieure, c'est-à-dire là, je vais partir de ce côté. Si je mets la X inférieure, c'est-à-dire là, et puisque là, cette terre, elle est supérieure à 0,63, je ne peux pas me placer ici. Ça va être de moins l'infini jusqu'à ici, une valeur qui est inférieure à 0,5. Alors, lorsque j'arrive là, c'est 0,5. Donc, la X, je vais la placer, la valeur, donc ma valeur de Z sera là. D'accord? La valeur de Z sera là parce que l'aire qui correspond à 0,63, c'est ici, elle est égale à cette aire. D'accord? Ça, c'est 0,63. L'aire de 0,63. Donc là, je vais voir la probabilité 0,63 et correspond là à quelle valeur de Z? D'accord? Donc c'est ça. Qu'est-ce que je vais chercher? Donc il me demande de trouver la valeur de Z. La probabilité de X inférieure à Z. Regardez bien ici, parce que si je dis la probabilité de X supérieure à Z, ça va être différent. Si par exemple je dis la probabilité de X supérieure à Z est égale à 0,63. Regardez comment il faut le représenter. Et là, je vais vous donner les deux valeurs pour que vous voyez que c'est différent. Alors, je mets toujours mon schéma. Donc ici, j'ai la valeur Z est égale à 0, c'est-à-dire la moyenne, puisque là, toujours ma variable aléatoire, il suit une loi normale de paramètres 0 et de paramètres 0 et 1, c'est-à-dire la moyenne mu est égale à 0 et l'écart type qui est égal à 1. Alors, ici, si je donne la probabilité de X supérieure à Z, alors supérieure à Z, c'est-à-dire je dois aller vers ce côté. C'est-à-dire la probabilité que X soit supérieur à Z. Si je place ici ma valeur X, donc cette terre-là, il ne va pas avoir la valeur, cette probabilité sera inférieure à 0,5. Donc là, c'est 0,5. Donc ici, si je me place ici, voilà, si je donne maintenant ici la valeur Z, bon, je vais appeler ça Z2. Et ça, Z1.
Donc, la probabilité que x soit supérieur à z2 est égale à 0,63, c'est-à-dire là, je vais prendre cet R. Parce que là, j'ai dit la probabilité de x supérieure, donc là, je vais de ce côté. Inférieur, je vais vers de ce côté. Est-ce que vous avez compris la différence? Alors là, ici, ma valeur de z ici va être une valeur négative, puisqu'elle est placée z2, il sera négatif. Par contre, z1 est positif. D'accord? Donc là, comment je vais trouver ma valeur de z1? Donc, ma valeur de z1, je vais voir la table. La table, les probabilités sont données dans l'ordre croissant. C'est-à-dire, ils vont de 0,5 jusqu'à 1, c'est le maximum. Alors, 0,62, c'était 0,62, 63. 0,63, il se trouve là. Ça, c'est 0,629 et là, c'est 0,633. Donc, la valeur 0,63, la probabilité 0,63, elle est comprise entre ces deux valeurs. Soit, alors, si elle est comprise entre ces deux valeurs, la première valeur ici correspond à 0,33 et la deuxième valeur ici correspond à 0,34. Donc, je prends la valeur moyenne, c'est-à-dire là, 0,33 plus 0,34. Si je prends la valeur moyenne, c'est 0,335. D'accord? La valeur moyenne entre les deux, c'est 0,335. Donc, la Z1 sera égale à 0,335. D'accord? Maintenant, regardez, pour Z2, c'est sûr, ça va être une valeur négative. Donc, ça, c'est 0,335. La valeur de Z2, ça va être égal à moins 0,335. Moins 0,335. D'accord? Alors, faites attention lorsque je parle de la probabilité de x inférieure à z1 et la probabilité de x supérieure à z2. Pour ne pas se tromper, vous mettez toujours ce petit schéma et vous placez là vos valeurs de z, vous placez vos probabilités. Et là, si vous faites ça, vous ne risquez jamais de se tromper. Vous allez avoir toujours vos valeurs qui ne seront pas erronées. Bon, là, vous avez quelques exercices d'application. Je ne sais pas, est-ce que je traite avec vous ça ou bien je laisse ça au prof de t'aider. Bon, il vaut mieux que vous traitez ça avec le prof de t'aider. Bon, je vais prendre un exercice. Quand même. Alors, dans cet exercice, on vous demande, on a mesuré le poids de 3000 moutons et on a trouvé une moyenne de 65 kg et un écart type de 3 kg. D'accord? On a mesuré le poids de 3000 moutons et on a trouvé une moyenne de 65 kg et un écart type de 3 kg. En supposant que la variable du poids suit une distribution normale, déterminez le nombre de moutons ayant un poids compris entre 60 et 70 kg. Alors, regarde. Alors, ici, j'ai 3000 moutons et cette variable aléatoire, poids, il suit une loi normale de moyenne 65, parce que toujours là, une variable aléatoire, je mets ces caractéristiques, la moyenne et l'écart type 3. D'accord? Parce qu'ils me disent, en supposant la variable poids suit une distribution normale.
Donc, il suit une distribution normale. Je connais sa moyenne, je connais son écart. Et on me demande ici de déterminer le nombre de moutons qui ont un poids qui est compris entre 60 et 70. Donc là, il me demande de calculer. Donc tout d'abord, j'ai calculé la probabilité pour que le poids soit compris entre 60 et 70. Et après, une fois que je trouve la probabilité, je peux calculer le nombre de moutons. D'accord? Alors, vous avez constaté que ma table, là, si je peux calculer ça en utilisant les fonctions de densité, je cherche les surfaces avec les intégrales, ça va me prendre beaucoup de problèmes. Donc là, je préfère, je commence par faire un changement de variable, c'est-à-dire je vais centrer et réduire mes données pour que je puisse utiliser la table de la loi normale centrée réduite pour trouver ces probabilités. D'accord? Alors, centrer et réduire, j'ai dit pour centrer et réduire, c'est-à-dire au lieu de travailler avec les valeurs X, je vais travailler avec les valeurs Z. Alors, Z, qu'est-ce que j'ai dit? Centrer et réduire, c'est-à-dire centrer, c'est ôter de ces valeurs la valeur moyenne, mu. Et réduire, c'est-à-dire je vais diviser par l'écart type. C'est-à-dire, alors, ici pour la valeur 60, donc Z1 serait égal à 60 moins la moyenne mu c'est 65 que divise l'écart type qui est 3. Alors ça va vous donner moins 5 que divise 3. Alors quelqu'un a une calculatrice, vous faites le 5 tiers, c'est 1. 26 fois 3, 18, c'est 1,66. Moins 1,66. D'accord? Pour la valeur Z2, pour la valeur 70, que je vais appeler Z2, est égal 70 moins la moyenne, c'est-à-dire moins 65, sur l'écart type qui est égal à 3. Donc ça va me donner 5 tiers. Alors 5 tiers, c'est plus 1,66. D'accord? Ici, je représente ça. C'est-à-dire, si j'utilise la fonction de densité x, c'est-à-dire que je cherche la probabilité, puisque là, la moyenne, c'est 65, se trouve là. Alors, la valeur 60 et la valeur 70 vont se trouver là. D'accord? C'est-à-dire que je cherche cette terme entre 60 et 70. Or, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un changement de variable. Alors, j'ai fait un changement de variable. Donc, lorsque vous faites le changement de variable, l'allure de la courbe reste la même, quelles que soient les valeurs. C'est-à-dire, lorsque vous centrez et réduire, c'est-à-dire là, si je mets la courbe ici en bleu, c'est-à-dire centrée et réduite, c'est-à-dire là, ma variable Z ici qui suit cette fois-ci une loi normale, mais de moyenne 0 et d'écart type 1. Donc, ici, je vais avoir 0. D'accord? Et là, je vais avoir à la place de 60 moins 1,66, c'est ça la valeur Z1, et Z2, ça va être 1 plus 66. Donc là, le problème sera le même, c'est-à-dire trouver la probabilité de P compris entre 60 kg et 70 kg, c'est la même chose que la probabilité que la valeur de Z soit compris entre moins 1,66 et 1,66.
166, c'est la même chose. Donc là, vous voyez, une fois que je fais la transformation des modèles, le changement de variable, c'est-à-dire au lieu de travailler avec xi, je vais travailler avec z. Alors z, ça consiste tout simplement à centrer et réduire la variable xi pour obtenir z. Donc là, je suis dans le cas où j'ai une valeur ici négative et ici une valeur positive, c'est-à-dire la phi de b. Alors, c'est-à-dire une valeur qui se trouve dans la zone de la moyenne, parce que c'est une valeur négative, une valeur positive. Donc, cette probabilité sera égale à phi de b plus phi de a moins 1. C'est-à-dire là, et puisque là, phi de b est égal phi de 1,66 et la phi de moins 1,66, ça va me donner 2 phi de 1,66 moins 1. Alors, vous avez compris pourquoi j'ai mis 2 phi de 1,66? Parce que là, phi de 1,66, moins phi de moins 1,66 égale, bon là, moins phi de 1 moins 1,66 est égal à 1, moins phi de 1,66. Donc ici, moins, ça va vous donner plus. Donc c'est plus phi de 1,66 plus phi de 1,66 est égal à 2 phi de 1,66 moins 1 égal. Et je vais chercher cette probabilité dans la table. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Alors là, je vais dans ma table, je cherche phi de 1,66. Alors là, j'ai 1,6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, c'est 0,952. Donc là, c'est 0,952, je multiplie 2, donc 4, 2 fois 5, 10, 2 fois 9, 18, c'est 1,804 moins 1, donc ça va me donner une probabilité de 0,804. D'accord? Donc la probabilité que je vais trouver ici, elle est égale à 0,804. Alors, là, il suffit, donc, égal à 0,804. Donc ça, c'est la probabilité pour que x soit compris entre moins 1,66 et 1,66. Mais la question qui est demandée, le nombre. Alors, le nombre, j'ai dit le nombre total, c'est-à-dire que j'ai ici entre moins l'infini plus l'infini, correspond à 3000 moutons. D'accord? Vous vous rappelez, j'ai dit là, j'ai 3000 moutons. On a mesuré le poids de 3000 moutons et on a trouvé une moyenne de 65 kg. Ça, c'est toute la population statistique. C'est de moins l'infini à plus l'infini. Mais ça correspond à l'aire totale. Alors, l'aire totale, il vous donne là, ça correspond à une probabilité de 1. Donc là, si vous voulez 1, et alors, vous avez là 1, il correspond à 3000. Alors 1 veut dire tout l'air qui est compris entre moins l'infini et plus l'infini et la fonction de densité, mais moi j'ai seulement 0,804. Et là vous avez 0,804. Vous allez faire une petite règle de 3 pour trouver le nombre correspond au nombre qui se trouve entre
qui ont un poids compris entre 60 kg et 70 kg. Donc ça va vous donner, ce nombre sera égal à 3000 fois 0,804. Alors 3000 fois 0,804. Bon, si je prends 0,8 à peu près, là 2400. Donc là, on a 2400 moutons qui ont un poids qui est compris entre 60 et 70. Est-ce que c'est clair? D'accord? Bon, voilà pour les parties de probabilité. Donc là, vous avez d'autres exercices qui seront traités au TD. D'accord? Tout ça, ça va être traité au TD. Et là, on va commencer la troisième et dernière partie de cours, les statistiques inférentielles. Alors, ça veut dire les statistiques inférentielles. C'est la dernière partie. Les statistiques inférentielles, comme on l'indique, inférer veut dire généraliser. D'accord? Alors, normalement, pour les statistiques descriptives, vous avez constaté qu'on travaillait sur la population statistique en entière. Et on peut calculer ces paramètres. Alors maintenant, avec les statistiques inférentielles, je ne vais pas travailler sur toute la population statistique. Je vais travailler sur un ou plusieurs échantillons sur lesquels je vais calculer tous les indicateurs statistiques et je vais inférer, c'est-à-dire je vais généraliser les résultats qu'on trouve au niveau de l'échantillon sur toute la population statistique. Alors, bien sûr, pour que vous puissiez faire ça, il faut que l'échantillon que vous allez prendre, il faut qu'il soit représentatif. C'est-à-dire, que ça veut dire représentatif, c'est-à-dire qu'il représente d'une manière fidèle toute la population statistique. Comme ça, les valeurs qu'on va calculer, ou bien plutôt le mot correct, c'est estimer. Estimer. Les valeurs que nous allons estimer au niveau de l'échantillon, ils peuvent être très proches des vraies valeurs, c'est-à-dire de la population statistique. Alors là, si je fais un petit schéma pour ça. Alors, par exemple, on a ici la population statistique, c'est là, avec une taille grande N, et cette population statistique, je vais la subdiviser en plusieurs échantillons de même taille. Alors là, taille N1, la taille 1, bon, je représente d'abord. N2, N3, jusqu'à Nk. Là, je vais prendre la K échantillon, mais là, c'est un échantillonnage exhaustif, c'est-à-dire, ça va, par exemple, là, si je prends K est égal 10, j'ai ma population statistique avec la 1000 individus, et je vais prendre la K égale 10, c'est-à-dire 10 échantillons. Avec chaque échantillon, elle a une taille N est égale à 100. C'est-à-dire là, je vais prendre toute la population statistique que je vais, bien sûr, subdiviser en 10 échantillons qui ont chacun 100 individus. Parce que là, si vous faites 10 fois 1000, c'est-à-dire là, j'ai pris tous les unités statistiques de ma population statistique. Et sur chaque échantillon, je peux calculer la moyenne, les quartiers, ou bien je peux m'intéresser par exemple à une fréquence, c'est-à-dire la fréquence des individus qui présentent un caractère donné.
Et par exemple, je peux dire la fréquence des individus qui ont contracté le virus SARS-2, Corona. D'accord? Alors, donc là, ça va être X bar 1, si l'écart type 1, F1. La même chose pour l'échantillon 2, X bar 2, sigma 2, et là, F2. Et ainsi de suite. Jusqu'à ici, c'est-à-dire la X bar K, sigma K et FK. Alors, là, je fais ce que j'appelle un échantillonnage. D'accord? L'échantillonnage. Et ici, j'ai obtenu une distribution d'échantillonnage des valeurs moyennes. D'accord? J'ai la variable ici aléatoire grand X. La moyenne échantillonnale, c'est une variable aléatoire, si vous voulez, là, c'est grand X, qui est égale, bon, je l'appelle une variable aléatoire, puisqu'elle est constituée de plusieurs valeurs, plusieurs moyens qui varient, parce que la moyenne X1, il peut être différent de X bar 2, il peut être différent de X bar K. Bon, on peut avoir des moyens qui sont identiques, mais la majorité de cas, je vais avoir des valeurs qui sont variables. La même chose pour les écarts types, la même chose pour les fréquences. Puisqu'il s'agit d'une caractéristique qui varie, je l'appelle une variable aléatoire. Donc là, ici, la moyenne échantillonnale, il sera constitué par les différentes valeurs X bar 1, X bar 2, jusqu'à X bar K. Donc là, je pars d'une distribution d'échantillonnage des moyennes. Je peux faire aussi ça pour une distribution d'échantillonnage des écarts types ou bien des distributions d'échantillonnage des fréquences. Et là, ce qu'il faut retenir, ce qui est le plus important, c'est-à-dire je vais essayer, si par exemple ici pour la population grand N, je connais la moyenne mu et je connais l'écart type sigma, d'accord? Et pi, c'est la prévalence, c'est-à-dire le taux d'une maladie, c'est-à-dire dans une population donnée, et là, c'est bien la fréquence totale des individus qui présentent un caractère dans toute la population. Alors là, je vais avoir que la moyenne, c'est-à-dire là ce que je vais appeler E de X bar, E de X bar est égal à mu. C'est-à-dire, si je fais la moyenne des moyens, c'est ça, E de X bar, c'est-à-dire l'espérance de cette variable aléatoire, sera égal à la moyenne de la population. Par contre, l'écart type de la valeur moyenne est égal à l'écart type de la population sur racine de n. D'accord? Alors, c'est ça les caractéristiques qu'il faut retenir, c'est-à-dire ici, cette variable-là, la moyenne échantillonnale, c'est une variable aléatoire qui suit une loi normale, mais cette fois-ci de moyenne E de X bar qui est égal à mu. Mais attention, avec un écart type, c'est-à-dire l'écart type de X bar sera égal à sigma de la population s'il est connu sur racine de n. Voilà. Et là, je peux vous faire un petit exemple pour voir ça de près. Alors, c'est ce que je dis ici. Là, pour l'échantillonnage,
je fais tout d'abord une distribution d'échantillonnage de la moyenne, soit une population P dont je connais les paramètres mu, l'écart type, c'est-à-dire la moyenne, son écart type et la fréquence. Les trois paramètres sont connus. De cette population, on va prélever P échantillon. Donc là, je vais prélever P échantillon et je calcule par exemple la moyenne de chaque échantillon. Pour obtenir une distribution, on obtient une distribution d'échantillons des moyens, c'est-à-dire ces valeurs. Ça, x1, x bar 1, x bar 2, x bar p, c'est ça qui me donne la distribution d'échantillonnage des moyens. À partir du tableau, on peut calculer la moyenne de la distribution des MI qui est égale à la moyenne de la population, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mu de x bar, c'est-à-dire la variable aléatoire mu de x bar, est égal à mu, c'est-à-dire est égal à la moyenne de la population. Et l'écart type, sigma de x bar, est égal à sigma de racine de n. Alors, on va prendre un exemple, soit une population qui est formée des éléments suivants. 1, 2, 3, on vous demande de calculer sa moyenne, son écart type. Alors, si je voudrais calculer la moyenne, je prends cette feuille, j'ai ma population qui est formée. Alors, vous avez ici la population qui est formée des individus 1, 2, 3. Et on vous dit de calculer mu et l'écart type. Donc, mu est égal à 1 plus 2 plus 3, que divise 3 somme de x i sur n est égal à 2. D'accord? Ça, c'est la moyenne. Alors, pour l'écart type de la population statistique, bon, vous savez, pour le calcul, c'est somme de xi moins mu, le tout au carré sur n, quand n qui est égal à 3. Alors, la première valeur 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Alors, 2 moins 2, c'est 0. Plus 0, bon, je ne vais pas le mettre. Et la 3 moins 2, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Le tout sur 3. Donc, bon, pardon, l'écart type, c'est la racine carrée de tout ça. Si je calcule la variance, donc l'écart type est égal à racine de 2 tiers. Voilà, mon écart type est égal à racine de 2 sur 3. Ça, c'est pour la population statistique. Maintenant, on vous demande, on prélève de cette population d'une manière successive et avec remise des échantillons de taille n est égal à 2. Alors, et on vous demande dans un premier lieu, établir la distribution d'échantillonnage de la moyenne et vérifier ce que nous avons dit, que mu de x bar est égal à mu et sigma de x bar est égal à sigma sur racine de n. Alors, je vais faire ça sur l'Excel pour que je sois plus rapide. D'accord? Alors, j'ai ici ma population statistique, elle est formée des individus 1, 2, 3. Donc là, je vais faire, et ils m'ont demandé que je fasse des prélèvements d'échantillons constitués de 2 individus seulement. Et l'échantillon se fait avec remise, tirage successif avec remise. C'est-à-dire là, ça c'est le premier tirage, tirage 1, et là, le tirage 2. Alors ici, je peux tirer 1 lors du premier tirage. Donc là, avec le 1, et je vais remettre le numéro 1. Je peux tirer lors du deuxième tirage soit 1, soit 2, soit 3. D'accord? J'ai 3 possibilités, toujours avec le numéro 1. Soit je peux avoir
1, ou bien 2, ou bien 3. D'accord? La même chose, je peux tirer, lors du premier tirage, je peux tirer la valeur 2, le numéro 2. Donc 2, soit avec le 1, soit lors du deuxième tirage, je peux tirer 2, ou bien je peux tirer le 3. Ça, ce sont les possibilités. 2, 2, 2. D'accord? Si lors du premier tirage, je tire le 3, donc là aussi, je peux tirer avec le numéro 1, ou bien le 2, ou bien le 3 lors du deuxième tirage. Donc là, toujours, au premier tirage, j'ai tiré 3. Donc là, 9 possibilités. Normalement, ici, pour trouver le nombre total, c'est grand N à la puissance N. Alors, grand N est égal à combien? Est égal à 3. Et petit n est égal à 2. Donc, à la puissance. Alors là, si je mets, pardon, 3 à la puissance 2, ça va me donner 9. Donc là, vous voyez, j'ai 9 possibilités. Ça, si je fais tirage avec remise. D'accord? Alors, maintenant, je vais établir la distribution des moyens. Donc, la distribution des MI, bon, je peux appeler ça les MI, les moyennes. Donc, ici, la moyenne 1 plus 1 que divise 2, ça va me donner 1. Donc, est égal à la moyenne. Ces valeurs. Voilà. Ça, ce sont les différents moyennes. Alors maintenant avec ces moyennes, si je calcule la moyenne, ce que j'ai appelé tout à l'heure mu de x bar. Mu de x bar, c'est-à-dire c'est la moyenne de la distribution d'échantillonnage ici. Normalement, je dois trouver mu de x bar est égal à mu. Alors, si je fais la moyenne des 9 valeurs est égal à la moyenne pour les 9 valeurs, je dois trouver aussi 2 si la propriété est correcte. Voilà, j'obtiens ici, vous voyez très bien que j'obtiens la moyenne 2. C'est la moyenne de la population statistique, 1 plus 2 plus 3. Donc ceci, il vérifie ce que j'ai dit là. Mu de x bar est égal à mu. Maintenant, si je calcule l'écart type, alors l'écart type il sera égal à quoi? Donc est égal l'écart type. Alors l'écart type de ces valeurs, elle est égale à 0,577. Or, tout à l'heure, j'ai trouvé l'écart type de la population statistique. Bon, je le calcule, là, j'ai 1. Pardon. La valeur 1, 2, 3. Bon, si je calcule l'écart type de ça, ces 3 valeurs, il va me donner ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Racine de 2 tiers est égale à 0,816. Regardez là, si je divise ça par racine de n, normalement, je dois trouver cette valeur. Donc là, égale l'écart type de la population statistique que divise racine de n, c'est-à-dire racine de 2, puisque les tailles d'échantillon sont égales à 2, donc racine de 2. Je dois obtenir ici la même valeur, c'est-à-dire 0,577. Alors ça, c'est ce que j'ai dit ici. Mu de x bar est égal à mu, puisque là j'ai trouvé 2, et là pour la population c'est 2, et l'écart type de la population statistique est égal, l'écart type de la distribution d'échantillonnage de la moyenne est égal aussi à l'écart type de la population statistique sur racine de 1 sur racine de 2, ce qui m'a donné la même valeur. Alors voilà, il est déjà 10h04. Bon, je ne vais pas vous retenir parce que vous avez un autre cours. Et à samedi, Inch'Allah. Merci de votre attention. Je vais arrêter l'enregistrement.